La décision de déménager en France a été, à vrai dire, une erreur. Cette phrase inattendue a été prononcée par un couple suisse, Pierre et Anna. Après 10 ans de vie aux États-Unis, ils ont décidé de déménager en France. Durant tout leur séjour en Amérique du Nord, ils étaient fatigués et épuisés, luttant pour s'adapter à la culture et aux coutumes locales. Avec espoir et anxiété, ils ont foulé le sol français, espérant que cela deviendrait un nouveau départ, un espace de vie complètement différent. Cependant, peu de temps après, ils ont prononcé cette phrase choquante. Qu'est-ce qui les a poussés, après 10 longues années, à se sentir vaincus aux États-Unis? Et quelle découverte les attendait ensuite? En quoi consistait la différence culturelle entre les États-Unis et la France et quelles impressions choquantes ont-ils reçues? Allons ensemble jusqu'au bout de cette histoire pour découvrir la chaîne d'événements étonnants qu'ils ont vécus. Je suis Anna, Suissesse. J'ai vécu aux États-Unis avec mon mari Pierre, qui a 5 ans de plus que moi, et notre fille Sophie. Bien que Sophie ait maintenant presque 30 ans et soit une femme adulte et indépendante, toute notre famille est suisse. À cause du travail de mon mari, nous avons vécu aux États-Unis pendant 10 ans. À l'occasion du départ à la retraite de Pierre, nous avons décidé de quitter les États-Unis, un endroit devenu familier, car nous étions fatigués de la vie en Amérique. Mon mari et moi ressentions cela au plus profond de nous. Vivre 10 ans, bien sûr, on s'habitue à l'environnement, mais ce n'était pas une habitude née de l'attachement, mais plutôt de la résignation. Si l'on nous avait demandé si nous aimions la vie aux États-Unis, la réponse aurait été sans équivoque, non. Le déménagement aux États-Unis n'était pas un désir de notre famille, mais est devenu une décision soudaine due au travail de mon mari à l'époque. Nous étions sous le choc. Sophie venait juste d'entrer dans l'université de ses rêves à Zurich, et soudain, elle a dû déménager en Amérique. En nous remémorant ces difficultés, nous avons cherché à la hâte une université pour le transfert de notre fille et avons déménagé immédiatement. Sophie était certainement très triste d'abandonner ses études dans une université prestigieuse, pour lesquelles elle avait tant travaillé, mais, occupée par l'apprentissage accéléré de l'anglais, elle semble avoir rapidement oublié ce regret. Nous n'avions pas la moindre intention de rester aux États-Unis. Au contraire, dans notre âme, nous avons toujours chéri la pensée de retourner au plus vite en Suisse. Pour mon mari et moi, les États-Unis étaient un endroit auquel nous n'avons jamais pu nous attacher. L'une des principales raisons était le problème de l'hygiène. Dès le premier jour aux États-Unis, j'ai ressenti un fort rejet à ce sujet. Pourquoi y a-t-il tant de déchets ici? Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Les rues des villes américaines étaient jonchées d'ordures, et cela semblait être considéré comme allant de soi. Même au centre-ville, des boîtes vides et des bouteilles en plastique étaient jetées négligemment n'importe où. Je murmurais souvent pour moi-même. C'est tout simplement incroyable. Même s'il y avait des poubelles autour, elles étaient aussi débordantes de déchets, formant des montagnes entières. De telles images se rencontraient partout dans la vie quotidienne. Pourquoi cela était-il toléré? L'irritation montait en moi. En Suisse, on ne voit presque pas de déchets dans les rues. Si quelqu'un jette des ordures à côté de la poubelle, les passants lui feront immédiatement une remarque. C'est tout à fait normal. La conscience que les déchets doivent être jetés à l'endroit approprié est profondément enracinée en nous. Cependant, aux États-Unis, je ne sentais pas cette conscience. Il semblait que personne ne se souciait des ordures sous ses pieds. Peut-être est-ce une différence de caractère national? J'ai de nouveau ressenti vivement les différences culturelles. Pour nous, Suisses, il était incroyablement difficile de s'adapter à un environnement avec un niveau d'hygiène aussi bas. De plus, la saleté dans les toilettes publiques m'irritait particulièrement. C'était tout simplement insupportable. Combien de fois y ai-je pensé? Les toilettes dans les centres commerciaux des zones urbaines semblaient relativement propres, mais dès qu'on s'éloignait un peu du centre, on rencontrait souvent des toilettes ressemblant à l'enfer. Du papier toilette éparpillé sur le sol, des ordures et des sacs en plastique étaient chose courante.
le sol mouillé par l'eau ou des flaques d'urine, laissées telles quelles. Un spectacle vraiment incroyable. Est-ce que les gens utilisent vraiment ça? Cette image me faisait douter de mes propres yeux. Quand notre fille Sophie était petite, un jour elle a voulu aller dans des toilettes publiques à la campagne. Et finalement, la saleté terrifiante l'a tellement stupéfaite qu'elle n'a plus jamais voulu entrer dans de telles toilettes. Depuis lors, j'ai fermement décidé de ne jamais m'approcher des toilettes sales aux États-Unis. Mais chaque fois que nous partions pour un long voyage, je devais chercher à l'avance des toilettes propres, ce qui était très incommode. Je ne sais pas combien de fois j'ai soupiré. Ah, si seulement toutes les toilettes étaient aussi propres qu'en Suisse. Ensuite, en ce qui concerne les manières des Américains, j'avais aussi beaucoup de reproches. Un comportement impensable en Suisse était considéré comme la norme aux États-Unis. Le bruit dans les lieux publics me frappait particulièrement. Des jeunes se rassemblant devant la gare et criant fort. Des femmes d'âge moyen faisant du bruit sans souci dans un centre commercial, sans prêter attention aux autres. Comment peut-on garder son calme dans un endroit aussi bruyant? Je pensais toujours cela en moi-même. En Suisse, le respect du silence dans les lieux publics est une norme communément admise. Presque personne ne fait de bruit. C'est pourquoi chaque fois que j'étais témoin du bruit aux États-Unis, je ne pouvais cacher ma surprise. J'espérais particulièrement que ma fille Sophie, quel que soit l'environnement dans lequel elle se trouvait, pourrait devenir une femme bien élevée. Je ne voulais pas qu'elle s'habitue à cette ambiance bruyante. J'ai parlé maintes fois à Sophie, espérant qu'elle ne suivrait pas la foule et grandirait comme une femme élégante. Mais comme ses amis autour d'elle étaient très bruyants, je m'inquiétais de la façon de l'éduquer. Inculquer de bonnes manières sans dépense d'argent est incroyablement difficile. Parfois, je tombais même dans le désespoir. Probablement, on ne peut plus rien faire dans ce pays. Mais Sophie semble avoir compris nos pensées et a maintenant grandi en une femme bien élevée. Aujourd'hui, je peux pousser un soupir de soulagement. Je suis si heureuse que Sophie soit devenue si merveilleuse. En outre, aux États-Unis, je ressentais distinctement la volonté des gens de repousser les autres pour leur propre profit. Pourquoi sont-ils si égoïstes? J'avais souvent ce sentiment. Bien sûr, le désir d'obtenir un avantage pour soi-même est propre aux gens de n'importe quel pays. Mais aux États-Unis, cette aspiration était extrêmement forte. Il semblait qu'ils repoussaient les autres sans hésitation. Je m'étonnais souvent de la façon dont ils pouvaient agir ainsi. Surtout lors de la montée dans le bus ou dans la file d'attente à l'ouverture d'un magasin, je voyais souvent un tel comportement. En Suisse, ce serait tout à fait impossible. J'étais frappé par cette différence. En Suisse, pousser pour passer devant est considéré comme du mauvais ton et suscite le mépris. J'ai prié d'innombrables fois en moi-même pour que les gens regardent davantage autour d'eux lorsqu'ils font quelque chose. Mais finalement, cela ne s'est jamais réalisé. Les villes des États-Unis ont de hauts bâtiments que les jeunes aiment. La culture cinématographique se propage également à l'étranger. Donc, extérieurement, le pays produit une impression très brillante. En fait, le nombre de touristes étrangers augmente aussi. Moi aussi, j'ai pensé un jour que les États-Unis avaient beaucoup changé. Cependant, derrière la façade de ces rues brillantes se cachaient des scènes comme sorties d'un autre monde. Dès qu'on tournait dans une petite ruelle, un quartier de béton gris et sans visage apparaissait soudainement, des ordures éparpillées et beaucoup de gens vivant dans la rue. Je ne pouvais pas croire que de tels endroits existent. Je doutais de mes propres yeux. Bien sûr, en Suisse non plus, il n'y a pas une absence totale de tels endroits, mais aux États-Unis, ce contraste était trop grand, ce qui m'a fait une forte impression. Pourquoi personne n'essaie-t-il de résoudre cela? C'était incompréhensible pour moi, mais il semblait que l'État ne prenait aucune mesure. Malgré la multitude de ces problèmes, tout le pays semblait fermer les yeux là-dessus. Je ne pouvais retenir un sentiment ironique que c'est un pays qui n'a que le brillant extérieur. Enfin, l'entretien des infrastructures, comme les routes et les parcs, aux États-Unis était très mauvais. Cela a aussi provoqué chez moi un choc culturel. Est-il possible d'être aussi négligent? Je m'étonnais souvent.
Par exemple, la route près de notre maison était une pente très raide, et pas seulement une pente, mais aussi avec une inclinaison vers la gauche et la droite, ce qui la rendait extrêmement difficile à marcher. Pour plaisanter, on pouvait dire que chaque jour nous participions à une course d'obstacles. Mais en réalité, en marchant chaque jour sur cette route, j'éprouvais un inconvénient qui n'avait rien de drôle. Le corps basculait de haut en bas, de gauche à droite. Il fallait faire tous les efforts pour garder l'équilibre. Avec une si grande inclinaison et pente, je me mettais en colère chaque jour. Qui a bien pu concevoir cette route? Je disais aussi à mon mari qu'il serait très difficile de marcher sur de telles routes dans la vieillesse. Nous ne sommes plus jeunes non plus. Et la marche quotidienne sur de telles routes créait une grande charge pour l'organisme. Surtout mon mari, à cause de la marche constante sur la route avec une inclinaison gauche-droite, a fini par avoir des douleurs au dos et aux jambes. Nous avons commencé à sentir qu'il devenait difficile de continuer à vivre ici. Cela est également devenu une raison importante de notre décision de quitter les États-Unis. Je ne sais pas combien de fois j'ai soupiré. Les dénivelés passent encore. Mais au moins l'inclinaison gauche-droite aurait pu être corrigée. Je ressentais vivement la nécessité d'une infrastructure plus parfaite, prenant en compte la santé et la sécurité des habitants. Ainsi, la vie aux États-Unis était pleine de difficultés et de déceptions. Les problèmes d'hygiène, les différences dans les manières sociales, l'infrastructure imparfaite. Tout cela étaient des raisons pour lesquelles notre famille ne pouvait pas aimer l'Amérique. Quand mon mari a pris sa retraite, lui et moi avons finalement pris une décision. Il n'est plus nécessaire de supporter cela. Nous avons décidé de quitter les États-Unis et de retourner en Suisse. Cependant, dès que nous avons commencé à nous préparer pour le retour en Suisse, notre fille Sophie a fait un aveu stupéfiant. « Je me marie avec un Français. » Je n'ai pas pu cacher mon étonnement. « Qu'est-ce que tu as dit? » J'ai crié involontairement. Je n'avais jamais entendu dire que Sophie avait un tel fiancé. J'étais sûr que Sophie retournerait en Suisse avec nous et qu'à l'avenir, elle épouserait un Suisse. Cet aveu inattendu nous a plongés, mon mari et moi, dans la stupeur. Ensuite, Sophie a continué. « Je pense qu'à l'avenir, je vivrai en France. »« Maman, papa, et si vous déménagiez en France pour vivre avec moi? » Ces paroles nous ont mis dans la confusion. Vivre en France? Mon mari et moi nous sommes regardés. J'étais si fatigué de la vie aux États-Unis et dans mon âme, je ne voulais qu'une chose, fuir l'Amérique et retourner en Suisse. La France, bien sûr, n'est pas l'Amérique, mais c'est aussi un grand pays étranger. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que deux mondes aussi différents puissent être si distincts culturellement. Bien que l'idée de recommencer une vie à l'étranger me semblait absurde, je ne pouvais pas imaginer la vie dans un autre pays, loin de notre fille unique et aimée. Après de longues hésitations, le désir d'être près de Sophie a pris le dessus. Nous avons décidé de déménager en France avec Sophie. Nous sentions déjà que la culture américaine ne nous convenait pas, c'est pourquoi nous partions avec anxiété, pensant que le changement de lieu ne changerait pas grand-chose, et nous ne pouvions que prier et espérer que tout serait au moins un peu mieux qu'aux États-Unis. Avec de telles pensées, nous nous sommes mis en route. Cependant, peu après notre arrivée en France, nous avons vécu toute une série de surprises, dépassant toutes nos attentes. La première chose que nous avons ressentie, c'est à quel point c'est propre ici, incomparable avec les États-Unis. « Comme cela ne ressemble pas à l'Amérique !» s'est exclamé mon mari avec stupeur. Mais dans de nombreux pays, c'est propre seulement dans la zone de l'aéroport, donc je ne me suis pas précipité pour tirer des conclusions. Cependant, déjà dans le train express allant vers le centre-ville, j'ai tout de suite senti la différence avec les États-Unis. Dans le wagon, il n'y avait pas la moindre poussière. Mais où sont les poubelles? Par curiosité, j'ai commencé à chercher des corbeilles à papier. Finalement, à la sortie était installée une petite poubelle discrète.
mais elle était presque vide. Si petite, et presque vide à l'intérieur. Je me suis étonné encore plus. Sur le sol et les sièges, il n'y avait absolument aucun déchet non plus. Où sont passés tous les déchets? Je ne pouvais pas comprendre. Ce n'est qu'en observant les gens autour que j'ai compris de quoi il s'agissait. Presque personne dans le wagon ne produisait de déchets. Que font-ils tous? J'étais frappé. Tous étaient assis très tranquillement, regardaient par la fenêtre, écoutaient de la musique avec des écouteurs ou étaient sur leur téléphone. Il n'y avait personne grignotant en marchant ou mangeant de la nourriture à emporter, ce qui était un spectacle habituel aux États-Unis. Une seule fois, j'ai vu une maman donner un bonbon à un enfant qui pleurait, mais elle a tout de suite mis l'emballage dans la poche de sa veste. Les Français emportent-ils leurs déchets chez eux? Ai-je demandé à Sophie. Sophie a répondu. Oui, c'est ça. Comme il n'y a pas non plus beaucoup de poubelles dans les rues, il semble que tout le monde emporte ses déchets pour les jeter chez soi. Les emporter, c'est normal? J'étais stupéfaite. J'aime aussi la propreté, mais il ne m'était jamais venu à l'esprit d'emporter mes déchets à la maison. Mais c'est vrai, s'il y a une poubelle, elle finira par être sale. Ah, c'est donc ça. Si tout le monde, comme les Français, emportait ses déchets, alors les poubelles ne seraient pas nécessaires, et ce serait propre dans les wagons et dans les rues. Ai-je pensé, et j'ai admiré. En sortant du train, nous nous sommes un peu promenés en ville. Comme le disait Sophie, il n'y avait presque pas de poubelles. Malgré cela, il n'y avait pas de déchets éparpillés. Vraiment très propre. J'étais profondément impressionné par le haut niveau de conscience des Français en matière d'hygiène. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que j'étais arrivé dans un endroit avec une culture totalement différente de celle des États-Unis. Cependant, comme je venais juste d'arriver en France, je ne pouvais pas encore faire entièrement confiance à tout immédiatement. Tout s'arrangera petit à petit, me disais-je, tout en commençant à observer attentivement les manières des gens que je détestais tant aux États-Unis. Mais dès le premier voyage en train, la différence était trop évidente. Non seulement personne ne criait dans le wagon, mais on n'entendait même presque pas de conversations ordinaires. Incroyable, ai-je murmuré. Parfois quelqu'un parlait, mais d'une voix très basse. Le silence régnait toujours dans le wagon. Voyant cela, mon mari n'a pas pu s'empêcher de demander doucement à Sophie. « En France, y a-t-il une règle de ne pas parler dans le train? » Sophie a dit qu'il n'y avait pas de règle, mais que cela semblait être une loi non écrite des Français. En raison du caractère national, qui valorise beaucoup le principe de ne pas déranger les autres, dans le wagon, tout le monde se tait principalement. J'ai pensé que c'était merveilleux. Le caractère national français, dont j'avais entendu parler par Sophie, était l'opposé total de l'américain que je m'imaginais. Aux États-Unis, beaucoup font passer leurs intérêts avant la pensée de ne pas déranger les autres, alors qu'en France, l'attitude respectueuse envers l'entourage est devenue une habitude. Je l'ai ressenti à nouveau profondément. L'endroit où j'ai ressenti ce caractère national n'était pas seulement dans le wagon du train. Dans le bus que nous avons pris ensuite, j'ai vu la même image. À la montée, sans instruction de personne, tout le monde faisait naturellement la queue, personne ne poussait, et ils entraient ainsi à tour de rôle. À la descente, naturellement, ils respectaient aussi l'ordre, et j'ai même vu certains faire un signe de tête au chauffeur en signe de remerciement. Une telle image, non seulement aux États-Unis, mais même en Suisse, je ne l'avais jamais vue aussi marquée. Quel endroit magnifique! Je ne pouvais m'empêcher d'être ému. Nous avons été témoins de scènes aussi merveilleuses, un nombre incalculable de fois en une seule journée. À ce moment-là, j'ai été forcé d'admettre que les États-Unis et la France sont deux mondes totalement différents. Comment peuvent-ils être si différents, se trouvant sur des continents différents? Je me suis posé cette question un nombre incalculable de fois. Mon mari semblait avoir les mêmes sentiments. Honnêtement, on n'arrive pas à croire que cela se passe dans le monde moderne.
Cependant, la beauté de la France ne résidait pas seulement dans les manières interpersonnelles, mais aussi dans la préparation de l'infrastructure publique. Vivant aux États-Unis, je désespérais à cause des routes horribles et de l'infrastructure imparfaite. Mais en France, je n'ai pas vu ces problèmes, comme si j'étais tombé dans un autre monde. Des routes de gravier sans préparation ou des routes chaotiques que je voyais aux États-Unis, il n'y en avait absolument pas dans l'enceinte urbaine française. Plus précisément, pour autant que j'ai vu, il n'y en avait pas une seule. Toutes les routes étaient couvertes d'un asphalte lisse. À chaque pas, je ne pouvais m'empêcher d'admirer. Comme il est facile de marcher ici. De plus, en France, il y a très peu de pentes raides. S'il y en a, ce sont des pentes douces, confortables pour la marche, ne créant pas de sensation de tension. Il est digne d'admiration qu'ils aient tout construit de manière si réfléchie, j'étais frappé. Même dans les escaliers raides, il y avait des rampes, ce qui permettait aux gens avec des jambes faibles, comme nous, de se déplacer tranquillement. Mon mari avait aussi l'air apaisé, disant « Avec ça, on peut ne pas s'inquiéter autant des douleurs au dos et aux jambes. » Des routes inclinées avec des dénivelés gauche-droite, il n'y en avait pas non plus une seule. Comment ont-ils réussi à tout préparer si minutieusement? J'étais infiniment touché. La France a résolu idéalement les problèmes dont je souffrais aux États-Unis. Ce n'est qu'en arrivant vraiment en France que j'ai profondément réalisé à quel point les jours aux États-Unis étaient remplis de patience et de résignation. Aux États-Unis, je me disais toujours que les Suisses et les Américains sont différents, et, malgré le mécontentement, j'essayais de faire des compromis pour vivre. Je pensais que c'était ainsi que je m'habituais à l'Amérique. Mais maintenant, en regardant en arrière, je comprends que ce n'était pas une habitude, mais seulement une tentative de se résigner. Cependant, en France, je n'avais pas besoin de faire cela. Incroyable que l'on puisse passer chaque jour dans un environnement aussi confortable, j'étais vraiment touché. La France m'a offert un caractère national qui ne demande pas de patience et permet de vivre positivement. C'est cela le vrai bonheur, je le pense de tout mon cœur. Et ce qui a rendu la vie en France encore plus belle, c'est le service attentionné des employés français. Mon mari et moi voulions mieux connaître la France. C'est pourquoi nous avons décidé qu'après le déménagement, nous voyagerions à travers le pays. En nous mettant en route, nous nous sommes enregistrés dans le premier hôtel. Le service du personnel français qui nous a accueillis était si étonnamment attentif que j'ai été touché. Quand nous avons apporté les bagages dans le hall pour l'enregistrement, un employé a couru vers nous et a dit « Vous êtes sans doute fatigué. Permettez, nous allons nous occuper de vos bagages. » Après que je l'ai remercié, il a souri et a exécuté fluidement toutes les procédures nécessaires avant que nous ayons eu le temps de dire quelque chose. Une telle attention subtile m'a profondément admiré. Quand j'ai murmuré que j'avais un peu soif, il a tout de suite demandé « Voulez-vous que je vous apporte de l'eau ?» Un tel service m'a touché au plus profond de l'âme. Cet esprit d'hospitalité est tout simplement magnifique. Aux États-Unis, même dans les hôtels de luxe, on rencontre rarement un service aussi attentif. Mais en France, où que nous nous arrêtions, le personnel me traitait avec une sollicitude incroyable. Étonnant qu'ils aient une culture du respect du client aussi profondément enracinée. Je tombais de plus en plus amoureuse de ce pays, la France. Après cela, les jours en France sont aussi devenus pour nous une succession de surprises et d'émotions. Bien que ce soit un autre pays, pas la Suisse où nous sommes nés et avons grandi, mon mari et moi nourrissons de grands rêves et espoirs pour la vie en France. Nous sommes sûrs que nous pourrons vivre chaque jour dans ce pays merveilleux, la France, tout simplement parfaitement. Les attentes pour la vie à venir deviennent de plus en plus grandes. Seulement voilà, nous avions l'intention de retourner dans notre patrie, en Suisse, mais maintenant, nous ne le pourrons plus. De ce point de vue, l'arrivée en France était, bien sûr, une erreur. Néanmoins, nous sommes sincèrement heureux que Sophie ait choisi cet endroit. Vivre dans un endroit différent de celui où l'on est né et a grandi, c'est naturellement ressentir une différence de culture et d'environnement. Au début, une confusion surgit, du genre « il semble qu'ici ce soit un peu différent ». Petit à petit, cette confusion s'accumule.
et c'est probablement l'expérience de tous ceux qui vivent à l'étranger. Néanmoins, s'il faut supporter pour vivre avec des manières et coutumes locales que l'on ne peut pas accepter, alors le stress qui en découle est imprévisible. Ce n'est pas juste du stress. Cela influence fortement le psychisme et peut même nuire à la santé. Comme dans le cas du couple suisse, si les différences culturelles causent des problèmes de santé, il faut même envisager la possibilité d'un nouveau déménagement. Quand vous sentez que vous ne pouvez pas continuer à vivre dans un environnement qui a une mauvaise influence sur votre santé, cet endroit n'est plus pour vous. Cela force à réaliser profondément que les pays ou les autorités locales désireux d'attirer des immigrants doivent prendre en compte à l'avance de tels risques et effectuer les travaux nécessaires à la création d'infrastructures. Par exemple, les plaques d'égout. Les plaques d'égout en France n'ont presque pas de dénivelé avec le revêtement routier, et l'impact lors de la marche ou du passage en voiture est minimal. Cependant, aux États-Unis, dit-on, il y a des plaques qui sont plus basses que le niveau de la route, ou, au contraire, dépassent au-dessus. C'est frappant. La plaque est installée pour relier le souterrain et la surface. Donc, un certain creux est compréhensible. Mais pourquoi elle doit dépasser vers le haut est tout à fait incompréhensible. C'est pourquoi la pensée « ne pouvait-on pas faire mieux » est tout à fait justifiée. De plus, aux États-Unis, dit-on, on rencontre parfois des trous dangereux qui font réfléchir. Pourquoi y a-t-il un trou ici? Cela est aussi lié aux routes mal préparées, dont il était question dans l'histoire plus tôt. Personne ne sait si le trou a été creusé intentionnellement pendant des travaux routiers ou s'est formé accidentellement. Et on dit que ces trous dangereux restent ainsi sans surveillance. En France, il n'est pas nécessaire de marcher en s'inquiétant de savoir s'il y a un trou sur la route, mais aux États-Unis, si vous marchez sans souci, vous pouvez vraiment rencontrer un danger. En parlant de telles routes non préparées, quelqu'un peut penser que cela concerne la campagne, mais en réalité, même dans les villes, il existe des endroits avec une préparation imparfaite. Pour reprendre les mots d'Anna du récit, c'est une absence de souci pour que les gens puissent utiliser cela sans nuire à leur santé. Par exemple, la différence dans les marches. Aux États-Unis, il n'est pas rare de voir des escaliers dont la hauteur et la largeur de chaque marche ne sont pas identiques. Dans un escalier ordinaire, la hauteur de chaque marche est presque identique, et les dimensions sont aussi similaires. C'est pourquoi on peut monter et descendre tranquillement. Cependant, aux États-Unis, à cause des escaliers inégaux, il est impossible de marcher en rythme. De nombreux accidents de trébuchement se sont produits à cause d'une petite différence dans les marches. Pourquoi est-ce si désordonné, inégal? Comment peut-on monter et descendre en toute sécurité? Ressentir de la perplexité est naturel. Aux États-Unis, la préparation de l'infrastructure publique est très mauvaise. On peut appeler cela un grand problème d'infrastructure. Pourquoi est-ce si négligent? C'est ce que vous ressentirez maintes fois en vivant aux États-Unis. De plus, les zones urbaines des États-Unis, bien que brillantes et pleines de vie, ont d'un autre côté beaucoup de quartiers pauvres. Quelle que soit la prospérité de la ville, quand on pense aux gens qui vivent dans la misère derrière sa façade, on a le cœur triste. Les États-Unis sont devenus ces dernières années un pays populaire parmi les jeunes grâce au cinéma, à la mode et ainsi de suite. Cela est lié au fait que la culture américaine attire l'attention du monde entier. Les centres commerciaux et les objets commerciaux charmants attirent une multitude de gens. Cependant, d'un autre côté, il est vrai aussi que pour les gens vivant aux États-Unis, il existe beaucoup de difficultés. Il faut prendre en compte non seulement le brillant extérieur, mais aussi les gens vivant dans cette ville. Je le ressens vivement. Il est important non seulement que la culture et la mode attirent l'attention du monde, mais aussi qu'un environnement plus sûr et confortable soit assuré aux habitants. Quel que soit le merveilleux centre commercial, si la sécurité sous les pieds n'est pas garantie, cela n'a pas de sens. Le fait que les États-Unis attirent l'attention du monde est merveilleux,
mais il est important de comprendre à quelles difficultés sont confrontés les gens ordinaires derrière cette façade. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur la partie brillante, mais aussi prêter attention à ce qu'il y a sous les pieds, c'est-à-dire à la base de la vie, je le pense. Cela ne concerne pas seulement les États-Unis, mais aussi n'importe quel autre pays. Je pense que de nombreux pays ne doivent pas seulement se soucier du brillant extérieur, mais aussi regarder l'envers du décor et agir. Bien sûr, en France non plus, tout n'est pas parfait. Mais le fait que des gens soient apparus qui ont si hautement apprécié l'infrastructure et les services publics de la France, comme le couple suisse de cette histoire, est une raison de fierté pour nous, les Français. Cependant, on ne peut pas se reposer là-dessus. Nous, les Français, devons aussi augmenter la conscience de chacun de nous et aspirer à la création d'une société plus digne d'être vécue. Je l'ai ressenti à nouveau. Il est important non seulement de bien préparer l'infrastructure, mais aussi que tous puissent l'utiliser. Transmettre la base que la France a construite à la génération suivante et la développer davantage. N'est-ce pas notre responsabilité à nous qui vivons aujourd'hui?